Les extraordinaires, ce sont des femmes, des hommes, des inconnus anonymes que vous croisez tous les jours dans votre quotidien. Ils ne font pas la couverture des magazines et pourtant, parce qu'on peut tous faire bouger les lignes et changer les mentalités, ensemble pour construire un monde plus humaniste, bienveillant et inclusif, où chacun peut trouver sa place et donner du sens au collectif. Alors, bienvenue dans l'entreprise du 21e siècle. Je m'appelle Loubna Méliane, je suis leader égalité et pluralité chez OnePoint. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Claudie Aigneret, scientifique, médecin, spationaute et femme politique. C'est parti. Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les gouines. Je suis bien d'accord avec la grosse. Pour ce nouveau numéro, je vous propose d'aller à la rencontre de Claudie Aigneret. Scientifique, médecin, astronaute et femme de transmission, elle incarne la réalisation d'un rêve de petite fille qui voulait toucher les étoiles. À 12 ans, la petite Claudie sait qu'elle veut devenir astronaute. La possibilité d'aller marcher sur la Lune, comme Neil Armstrong, et de se rendre dans l'espace la fascine. Élève prodigue, elle décroche son baccalauréat à 15 ans, tout en nourrissant une passion pour la gymnastique. Elle rêve d'en faire son métier, mais le destin en décide autrement lorsqu'elle est refusée à l'INSEP en raison de son jeune âge. Ce contretemps la conduit en faculté de médecine. Elle y étudie la rhumatologie et se spécialise dans la médecine aéronautique. Elle s'engage également comme chercheuse au Centre national de recherche scientifique. Ses premiers amours pour l'espace ne la quittent pas. En 85, elle répond à l'appel du Centre national d'études spatiales. Au bout de 6 mois de sélection et parmi 1000 candidats, elle est choisie pour devenir astronaute, amorçant ainsi une carrière qui la voit devenir la première femme française à voyager dans l'espace en 1996. Son engagement dans la médecine spatiale et son deuxième voyage en 2001 à bord de l'ISS renforcent son statut de pionnière. Au-delà de ses exploits spatiaux, Claudie Aigneret s'engage en politique. Elle deviendra ministre déléguée à la recherche aux nouvelles technologies et présidente d'Univers Sciences. Elle incarne l'audace et l'inspiration pour les générations futures. Sa volonté de partager son expérience avec les jeunes filles souligne son engagement envers l'égalité des genres. Elle est une source d'inspiration intemporelle, rappelant à toutes et tous que les rêves les plus audacieux peuvent devenir réalité avec détermination et passion. Bonjour Claudie Aigneret. Bonjour. Alors, je voulais d'abord vous remercier vraiment chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Je suis honorée et fière de pouvoir échanger avec vous parce que je fais partie de ces millions de petites filles et de jeunes femmes qui se sont identifiées à vous et se sont imaginées grâce à vos exploits que désormais tout leur était possible. Justement, avec ce rêve de tout est possible, on a évoqué justement votre rêve d'aller dans l'espace qui est né en regardant le fameux alunissage de 1969. Comment cette expérience justement a façonné votre parcours depuis ce moment? Oui, moi je suis ravie de pouvoir être avec vous aujourd'hui, puis de transmettre quelques-unes de ces expériences de vie. Comme vous le dites, j'ai eu une vie très riche. J'ai eu un grand privilège à devenir une astronaute. C'est vrai que la petite graine du rêve, elle est arrivée en juillet 69. Premier pas de l'homme sur la Lune. C'est vrai que on a l'impression que devient possible quelque chose qui était complètement inaccessible. Et donc une porte s'ouvre. Surtout quand on est une petite fille et qu'on voit un homme marcher. Alors surtout quand on est une petite fille, 12 ans, et qu'on partage ce moment-là avec plein de gens différents, divers. Moi, je me souviens, c'était un jour d'été, quand on était en vacances dans un camping, mais il y avait une fascination partagée, avec des tas de gens différents qui étaient là, bouche bée, à regarder ce spectacle. Donc, vraiment, je pense qu'on a eu peu de moments aussi fascinants, engageant, merveilleux, où toute l'humanité était autour de ce moment partagé. Donc ça c'était très fort. Et puis ensuite c'est vrai que comme la plupart des enfants, on lit, on regarde des documentaires. J'ai bien sûr plongé dans la science-fiction, alors de Jules Verne au départ, pour aller ensuite sur Asimov, ou des films au cinéma que j'ai vus des dizaines de fois. 2001 Odyssée de l'espace, je le dis souvent, tout en disant que la science-fiction est parfois très en avance par rapport à ce qui se passe dans la réalité, puisqu'ayant volé en 2001, je me suis bien rendu compte qu'on n'était pas dans 2001 Odyssée de l'espace et qu'il y avait encore du chemin à parcourir. Mais voilà, cette expérience était effectivement passionnante, enrichissante, parce que j'ai rencontré des tas de gens différents. J'ai passé 10 ans de ma vie en Russie. Donc voilà, aussi entrer dans une famille, une fraternité. J'emploie fraternité
parce que c'était pas vraiment une sororité, il y avait très peu de femmes dans ce milieu-là. Parce que pendant longtemps, vous êtes déjà pendant très longtemps, vous étiez la seule française. Depuis peu, avec Sophie Anneau aujourd'hui qui a rejoint les candidats. Oui, il y avait très peu de femmes dans le milieu spatial. Ça commence à bouger un peu. Je regardais encore récemment, je crois qu'il y a à peu près 620 personnes qui ont eu la chance d'aller en orbite, 620. Et il y a 75 femmes. Mais ces dernières années, ça bouge considérablement. Ça s'est beaucoup accéléré. Il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui sélectionnées. Et c'est vrai que c'est complètement transformatif comme expérience. Et alors, comment on répond à l'appel du SNR, je vais y arriver, excusez-moi, du CNES, alors qu'on n'a pas d'image de femmes astronautes? Qu'est-ce qui vous fait partir dans cette aventure, alors que vous poursuivez vos études de médecine? Oui, alors j'avais terminé ma spécialité de médecine, j'étais effectivement rhumatologue, et me disant, bon, comment j'organise ma vie après? Je m'installe en ville, je reste à l'hôpital. Et puis, cette affiche sur le mur de l'hôpital où je travaillais, un appel à candidature du CNES, l'Agence française de l'espace, disant « On recherche des candidats astronautes pour mener à bien des programmes scientifiques à bord des stations spatiales. » Donc, en fait, l'image pour moi, c'était... J'ai le diplôme correspondant, j'ai cet appétit de recherche, de découvrir, cette curiosité. Et puis l'espace, ben voilà, ça faisait partie de mon imagination. Donc c'était pas une histoire de image de femme ou image d'homme. Et c'est vrai que les astronautes à l'époque de 69, c'était des hommes, ouais. Des hommes, pilotes, militaires, pilotes de chasse, pas chercheurs, voilà, ou scientifiques. Alors que là, c'était l'ouverture à d'autres profils. Et comme ça résonnait très fort avec le rêve qui était dans ma tête, bah, j'ai demandé un dossier de candidature. C'était comme une évidence. C'était une évidence, c'est vrai. Donc, 6 mois de sélection intensive, vous êtes 1000 candidats et vous êtes sélectionnés. Vous êtes 5 ou 6, 5, je crois. On a été 7 candidats sélectionnés sur les 1000. Il y avait effectivement peu de femmes, mais quand même 10%. Donc, 100 candidatures féminines. Et j'ai eu la chance d'être la femme sélectionnée dans l'équipe des 7 qui ont été recrutées en 85. Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on fait sa première mission spatiale? Le décollage, j'imagine, la sortie voilà, on arrive dans l'espace, ça doit être des images complètement dingues. Alors on le connaît de plus en plus, on connaît de mieux en mieux grâce aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, on peut partager, ce qui n'était pas le cas en 96, mais ça doit être juste... Alors, impressionnant. Avant ce moment-là, quel moment magique, effectivement, de la mise à feu des moteurs quand on est au sommet de la fusée. Je suis partie avec la fusée Soyouz à 2 reprises, et c'est le Zажигание, c'est la mise à feu ignition, après le compte à rebours. Mais tout ça, c'est précédé de longs mois d'entraînement. L'entraînement, parce que vous allez avoir affaire à un environnement complexe, vous allez être à bord en équipage multitâche quand même pour réagir à cet environnement technologique et assez sophistiqué et complexe. Donc, de votre formation de départ, médecin et chercheur pour moi, j'ai appris des tas d'autres choses pour être à la hauteur de la responsabilité qu'on me confiait. J'ai appris le russe aussi, bien évidemment, puisque la langue, c'était plutôt le russe à l'époque. Aujourd'hui, c'est russe et anglais, mais à l'époque, c'était le russe essentiellement. Et puis, on apprend à se faire confiance. Alors qu'on a des profils différents. Moi, j'ai volé avec des ingénieurs, avec des pilotes militaires, et puis moi-même chercheur. J'imagine c'est ce qui fait la force après. Voilà, cette intelligence collective, la richesse des profils qui vont se compléter et qui vont bien s'entendre parce qu'ils ont un objectif commun. Et ça, je crois que c'est important même à transmettre pour des jeunes gens. Il faut avoir quelque part un objectif du chemin qu'on va emprunter. On n'arrive pas toujours à réussir l'objectif, mais en tout cas, on s'engage sur le chemin, puis essayons de se faire plaisir à chacune des étapes. Alors, je me suis fait très plaisir dans la période d'entraînement. J'ai plutôt tendance à écarter les mauvais souvenirs, ça c'est clair. Bon, je crois que tout le monde fait ça, c'est la mémoire sélective. La mémoire sélective. Et puis après, ce moment magique auquel vous êtes préparé, vous vous sentez en confiance parce que vous avez été entraîné en simulateur, vous connaissez tout, vous avez appris à analyser les risques, à être dans des situations complexes, mais à l'entraînement en simulateur. Et là, ce jour-là, vous découvrez des choses que vous n'avez pas pu vivre ou apprendre des échanges avec les autres cosmonautes. Parce qu'il faut le vivre. Sentir en microgravité, bon, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Regardez par le hublot au moment de l'extraction de la fusée quand elle prend sa vitesse pour atteindre sa vitesse de satellisation et que vous voyez vous extraire verticalement de la Terre.
Bon, c'est la première fois et vous ne le voyez que pendant les quelques minutes du décollage avant que vous n'ayez la vitesse de satellisation. La découverte de la microgravité, le regard avec vos propres yeux par le hublot. Ouais, ça doit être... Le hublot du petit vaisseau Soyouz qui vous emmène à la station, ensuite l'arrivée à la station spatiale, le regard dans les hublots de la station. On vous a raconté, mais c'est tellement extra-ordinaire, Mais oui. extra-terrestre, Ouais. que vous ne le découvrez vraiment Quand le vivant. qu'en le vivant. D'où le partage d'expérience, même si on n'arrive pas toujours à trouver les mots pour la raconter. Et une mission, ça dure longtemps parce que j'imagine que pour ses proches, à l'époque vous étiez une jeune mère, ça doit pas être évident de quitter les siens à des milliards de kilomètres. Alors, je vous reprends, c'est Alors, pas des milliards. pardon. Les stations spatiales en orbite basse sont à 400 km de la Terre, c'est pas oui, si loin que ça. D'accord, vous Oui. voyez, dans l'imaginaire, Ouais. on s'imagine... Alors, on ouais. me demande toujours d'ailleurs si je suis allée sur la Lune. Et je dis non, je ne suis pas allée sur la Lune. La Lune est à 385 000 km. Enfin, voilà, D'accord, ok. 400 000 par rapport aux 400 km de l'orbite basse. Et très bientôt, il y aura des équipages qui vont retourner sur la Lune. C'est ce à quoi on travaille aujourd'hui. Mais entre 72, la dernière mission Apollo, et aujourd'hui, il n'y a pas eu de nouvelle mission habitée sur la Lune. Alors, les missions d'aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle des expéditions. Ça dure 6 mois. Oui, c'est long. Voilà. À l'époque, il y avait encore des missions de plus courte durée. J'ai moi-même fait des missions. La première était une mission de 16 jours et la seconde de 10 jours. Donc, j'ai pas beaucoup d'expérience à vivre de la mission de longue durée. Une petite réserve cependant, mon mari, qui est astronaute aussi, Oui. le général Jean-Pierre Régnieret, Tout à fait. a fait une mission de 6 mois, justement. Donc là, vous l'avez vécu de 1999. l'autre côté. Donc moi, je l'ai vécu en restant au sol par rapport voilà, à cette mission de longue durée, en sentant à la fois la motivation de l'équipage à réussir la mission, mais les moments où effectivement la stabilité psychologique peut évoluer un petit peu parce qu'on est isolé, confiné, soumis quand même à des situations assez complexes. En 6 mois de mission, il y a des choses qui marchent très bien, puis il y a des choses qui marchent pas tout à fait comme on les avait prévues au sol. Donc, on est, nous, l'équipage, responsable de la machinerie, Ben oui. responsable du programme expérimental, responsable des communications qu'on peut avoir avec le sol, et puis responsable, même si on est très loin de ce qui se passe quand même dans votre famille, avec vos amis. Donc aujourd'hui, il y a cette capacité, vous l'avez évoqué, à avoir des liaisons fréquentes, Oui. la possibilité de communiquer avec les réseaux sociaux, d'envoyer des images, de faire partager en temps Oui, réel. on a vu avec Thomas Voilà, Pesquet. les astronautes à bord aujourd'hui, Thomas, il appelait sa compagne ou sa famille au moins une fois par semaine, si ce n'est tous les jours pour sa compagne. Moi, à l'époque, c'était 10 minutes une fois par semaine quand on arrivait à passer au-dessus de la station qui récupérait les ondes venant de la station. Donc aujourd'hui, il y a cette capacité à communiquer, À être moins isolé. à être moins isolé. Mais c'est une problématique qui va se poser pour les missions dans des destinations lointaines. La Lune, c'est quand même déjà loin, avec un petit délai de communication avec le sol. Mais quand on commence à parler de missions martiennes, Ben oui. c'est des missions où le retour n'est pas décidé en fonction du bon vouloir ou du souci qui va se passer. C'est de l'orbitographie et ça revient quand ça doit revenir. Et puis, il y a un délai de communication de 20 minutes entre le moment où vous allez poser une question parce que vous avez un souci de décision à long, 20 prendre. minutes, ouais. Voilà. Donc, la notion d'autonomie associée à celle de l'isolement fait que c'est parfois pas simple. Et c'est le problème psychologique à côté du problème physiologique est un souci sur lequel travaillent les équipes médicales aujourd'hui pour assurer la bonne réalisation des missions. Alors, je me demandais, en vous écoutant, je me disais, mais est-ce qu'on appréhende ces voyages? Il y a eu, voilà, des voyages qui se sont pas forcément déroulés dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il y a cette peur de ne pas rentrer? Est-ce qu'on est inquiet ou c'est quelque chose qui vous traverse pas du tout l'esprit? Ou c'est juste nous... on se pose cette question parce que oui, ça nous impressionne. Oui, peut-être pour corriger un petit peu ce sentiment, déjà, l'astronaute n'est pas un super-héros. Non, bien sûr. C'est un être humain comme tout le monde. Voilà.
avec ses doutes, avec sa nécessité de poser des questions, avec sa capacité d'apprendre et d'agir. Il n'est pas tout seul, il est dans un équipage, et puis il n'est pas tout seul parce qu'il est en connexion avec le sol. Et qu'on est bien préparé à l'exécution de la mission. Donc, on est concentré sur la mission. Moi, je dirais qu'on est aussi impatient de la vivre, la mission. J'imagine. Parce que sélectionné en 85, j'ai volé en 96. Donc, l'impatience, ça a duré 11 ans l'attente. Elle surpassait l'appréhension éventuelle de quelque chose. J'avais vraiment très, très envie que ça arrive. Bon, après, moi, j'ai pas été confrontée à des situations très difficiles où j'aurais pu avoir peur. J'ai eu des choses qui m'ont surpris, clairement. Par exemple, le retour, la rentrée dans l'atmosphère, l'ouverture des parachutes, les bascules de la capsule de retour et l'atterrissage sur les steppes du Kazakhstan. C'est sportif. Hein. Et ça, on l'avait pas répété à l'entraînement. Donc, effectivement, un petit peu d'appréhension et le bonheur d'avoir une seconde mission. Parce que la seconde mission, on profite de chacune des secondes, puisqu'on l'a déjà vécu une fois. Bon, alors, quand on est confronté à une situation vraiment difficile, je pense qu'il doit y avoir des bouffées d'adrénaline négative et pas seulement de stress positif. Mais en tout cas, on est formé à gérer ces crises. Et les astronautes, on le dit souvent, ce sont des trouveurs de solutions. Voilà, on n'est pas là pour accumuler les problèmes sans essayer de trouver la solution. On en discute ensemble, on prend la décision avec le sol ou avec les membres d'équipage pour trouver une solution pour sortir et pour réussir. En tout cas, quand on vous entend, on a le sentiment que c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est beaucoup de temps passé à l'entraînement, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de responsabilités. Avant la mission, pendant la mission, après la mission, parce qu'on est aussi après la mission des ingénieurs d'essai, on fait des débriefings avec les scientifiques, avec les ingénieurs, avec les politique aussi, et puis avec le grand public. Moi, je passe beaucoup de temps aujourd'hui à faire des conférences dans les écoles d'ingénieurs ou du grand public, parce qu'il y a des enjeux absolument considérables avec le spatial, ce spatial habité, l'exploration dont on parle, mais aussi tout ce que le spatial nous apporte au quotidien dans une vie très technologique où on a besoin d'avoir des capteurs dans l'espace qui regardent, qui écoutent, qui analysent, qui mesurent, que ce soit pour l'évolution du changement climatique, que ce soit pour la surveillance des frontières, que ce soit pour la géolocalisation, la précision du temps dans le trading financier. Enfin, l'espace est indispensable à notre vie quotidienne. Donc c'est important aussi d'en faire prendre conscience de ces enjeux, et puis de convaincre que l'espace, cet espace de l'orbite basse, c'est la banlieue de la Terre, c'est notre Terre. Et en plus, c'est vrai que le regard de l'astronaute par le hublot, les photographies qu'il peut ramener, la façon dont il en parle, mais c'est une façon de sensibiliser par l'expérience et l'émotion sur la beauté de notre planète. Et puis la préservation de notre planète. Mais sa fragilité, sa vulnérabilité, dont la nécessité de la préserver. Ouais. Alors, très bonne transition. J'expliquais que vous aviez eu un parcours très, 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 très dense, où vous avez vécu 1000 vies. Et donc, on voulait savoir comment vous aviez vécu cette transition de l'exploration spatiale à la politique, puisque vous êtes devenu ministre délégué à la recherche et aux nouvelles technologies en 2002. C'est toujours cette même passion, j'imagine, qui vous anime quand on devient ministre, surtout en charge des nouvelles technologies et de la recherche. Il y a une cohérence par rapport à votre parcours. Oui, bien sûr, il y a une cohérence. Il y a cette conviction que nous devons être des acteurs de la vie, pour notre vie. Et ça, je le dis souvent aux jeunes filles, donnez-vous les moyens de faire vos choix et d'être les acteurs de votre vie, mais qu'on est aussi des maillons de la vie collective, des progrès de l'humanité, et que donc c'est important de s'engager pour apporter quelque chose. Et c'est vrai que ma conviction à moi, c'est que science, technologie, le développement du numérique aujourd'hui sont des outils à notre disposition pour apporter du mieux à notre société, à notre planète. Donc, science et technologie, pour moi, c'est une conviction. Et donc, je me suis engagée en politique, puisque vous l'avez dit comme ça, pour être au service de la science et de la technologie. Et vous avez raison de rappeler qu'à l'époque, en 2002, ça s'appelait
ministère de la Recherche et des nouvelles technologies. Oui, tout à Ça n'a fait. pas duré longtemps, le nouvelles technologies. Aujourd'hui, ces technologies, En plein dedans. on est dedans et elles sont complètement intégrées à notre quotidien. Mais ça rend encore plus important le fait que notre jeunesse doit avoir de l'appétit pour ces outils. Après, elle s'en servira comme elle le souhaite. On n'est pas là pour ne faire que des chercheurs et des ingénieurs. Il y a plein d'autres métiers absolument passionnants. Mais en tout cas, savoir que ces outils-là, la démarche scientifique, la qualité de l'ingénierie, l'esprit critique, parce qu'il y a du doute dans la recherche, ça, ce sont des éléments structurants pour s'avancer dans la vie. Et je pense que l'éducation à l'école, elle doit aussi servir à ça, à donner cet appétit, cet esprit critique et cette envie de s'engager, qu'on soit jeune fille ou qu'on soit jeune garçon, bien évidemment. Donc, c'était un engagement de conviction et j'ai eu un deuxième poste ministériel. J'étais ministre des Affaires européennes. Oui, c'est vrai. Ça, c'est pareil, c'est une conviction. C'est vrai. J'ai d'abord été sélectionnée par le CNES, l'agence française, et ensuite, et en devenue 99, européenne, tous les astronautes européens ont été regroupés au sein de l'agence spatiale européenne. Donc, ma deuxième mission en 2001, j'ai volé avec le drapeau européen. Ouais. Donc, pour moi, l'Europe qui permet de porter des grands projets, des ambitions, d'être dans la négociation de l'avenir du monde, parce que quand on apporte de la technologie, qu'on est présent dans une aventure comme celle du spatial, à titre européen, on peut parler avec les partenaires ou les compétiteurs, que ce soit bien évidemment les Américains, la NASA, mais aujourd'hui la Chine, par exemple, qui est très très présent. Donc c'était important pour moi aussi de m'engager au service de l'Europe, de son ambition et de sa capacité à agir sur le monde. Donc c'est vraiment par conviction que j'ai accepté cette lourde responsabilité pour laquelle l'entraînement est beaucoup moins long que pour un métier d'astronaute. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'était plus rapidement, plus rapide. Dans un bain différent où il faut apprendre là aussi à bien s'entourer. C'est toujours pareil, on fait jamais des grandes choses tout seul. Je suis complètement d'accord avec vous. Il faut être accompagné sur le chemin, l'intelligence collective, la diversité des profils qui vous accompagnent, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, bien s'entourer, apprendre à déléguer, parce que un métier de ministre, une carrière de ministre, c'est énorme comme responsabilité. Donc, il faut avoir confiance avec ceux avec qui vous allez travailler. Et puis ensuite, il y a les petits trucs. Il faut trouver où sont les bons leviers pour que ce que vous voulez faire puisse se faire entre le vouloir et le pouvoir. C'est toujours un peu plus complexe. C'est peut-être un petit peu plus compliqué que ce que j'avais vécu dans ma carrière d'astronaute. Justement, en tant que femme, vous avez souvent évolué dans des domaines souvent dominés par les hommes. Comment vous avez fait pour naviguer dans le cadre de votre carrière et atteindre vos objectifs? Alors, je sais qu'il y a une forte reconnaissance par rapport à votre expertise et vos connaissances. On vous a toujours surnommé Bac+19 parce que pour le coup, surdiplômé, et ça là-dessus, tout le monde est assez unanime. Mais votre statut de femme, ça n'a jamais été un frein? Vous avez le droit de me dire que non et que c'est pas du tout ce que vous ressentez. Je pense que très sincèrement, je peux vous dire que c'est pas ce que j'ai vécu et que j'ai plutôt vécu le fait d'être femme comme un atout. Mais l'atout aussi, c'est d'avoir réussi ces 2 missions spatiales. À partir de là, on est tellement peu nombreux, ça paraît et c'est compliqué. Donc ça vous entoure, je dirais, d'une aura de respect, je dirais, qui fait que vous êtes un petit peu protégé par rapport à la plupart des femmes, des jeunes femmes dans les laboratoires, des jeunes femmes avec leurs grands frères qui parfois limitent leur possibilité d'accéder à leurs désirs, ou les femmes dans une enceinte politique parfois pas complètement ouverte. J'étais un peu protégée de tout ça, mais là où j'ai essayé de faire avancer les choses, c'était d'y aller avec ma différence. J'ai jamais essayé d'être un homme dans aucune des conditions, et plutôt d'axer les choses sur ma différence. J'étais chercheur par rapport à un pilote, j'ai été mère par rapport... Voilà, donc voilà, c'est la différence qui pour moi, avec bien évidemment la compétence et ce respect qu'on me témoignait, par rapport à cette compétence, qui m'ont permis d'avancer sans difficulté majeure. C'est ce qu'on ressent. Mais avec plein d'échecs quand même. Je n'ai pas que des réussites dans ma vie professionnelle. Les échecs, c'est aussi une forme de réussite. C'est une forme d'apprentissage. En tout cas, j'ai par exemple
été la ministre du non-français au référendum sur le traité européen. D'accord. Quand j'étais ministre des Affaires européennes, donc pour une Européenne convaincue, pratiquante, ça n'a pas été une expérience de réussite. Mais j'ai ensuite essayé de travailler pour l'Agence spatiale européenne, pour faire avancer des projets concrets. J'ai essayé, en travaillant à Universcience, Cité des sciences et Palais de la découverte, de faire avancer cet appétit de la science, de la technologie, de ce qu'on pouvait faire pour mieux comprendre le monde et mieux agir sur le monde. Donc en fait, j'ai transformé cette frustration en quelque chose qui m'a fait davantage avancer. En vous écoutant, on sent une femme curieuse, qui a toujours soif d'apprendre. Et ça continue. Oui, c'était le sens de ma question. Oui, c'est ça, ça ne s'arrête pas en fait. Ça ne s'arrête pas et je trouve que le monde est aujourd'hui plein de menaces, clairement, mais aussi plein d'opportunités. Alors, plein d'opportunités technologiques, ça c'est clair, c'est évident. Alors, par rapport à cette technologie, ce que j'ai gagné peut-être aujourd'hui avec l'âge, la sagesse et l'expérience, je dirais, c'est de savoir qu'il faut agir avec responsabilité, esprit critique, parce que la solution n'est pas que technologique. C'était le cas avec la génération Apollo. Je rappelle, en 69, la technologie et la science, c'était la porte ouverte à tous les possibles. Oui. Aujourd'hui, on le prend avec plus de distance et de responsabilité, ça, clairement. Et puis ensuite, la technologie n'est qu'un outil au service de la progression de la société. Et il y a plein de sujets de gouvernance et sujets sociétaux sur lesquels c'est pas la technologie qui apportera la solution, mais elle est un des outils pour mieux communiquer, pour mieux faire comprendre. Voilà. Donc la curiosité, oui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, la transformation du monde. Alors, bien évidemment, le numérique, le digital, qui à la fois offre plein d'opportunités, mais aussi qui nous oblige à être un petit peu plus responsables dans son utilisation. C'est beaucoup de choses qui me passionnent. Et moi, je dis aux jeunes gens, qu'est-ce que j'aurais envie d'avoir votre âge. Alors, pour terminer cette émission, je sais qu'il y a, vous êtes très engagé aussi dans cette transmission auprès des jeunes filles en particulier. Si vous aviez quelque chose à leur dire aujourd'hui, dans ce monde qui est en totale transformation, où parfois il y a certaines craintes et inquiétudes, quel message vous auriez pour elles? Je sais que vous y êtes très sensible et que c'est quelque chose qui vous tient à cœur de montrer à ces générations et surtout ces générations de jeunes filles que tout est possible. Moi, j'ai grandi avec vous, avec ce rêve que tout était possible et je crois que c'est encore le cas pour cette nouvelle génération et merci de prendre ce temps d'inspiration avec nous et avec elles et si vous aviez un petit message pour elles, qu'est-ce que vous leur diriez? Merci pour toutes ces choses gentilles que vous avez dit. Alors, je rappelle qu'il y a plein d'autres jeunes femmes qui aujourd'hui sont des exemples magnifiques de vie, d'épanouissement. Et je cite bien sûr Sophie Adno, dont on attend tous la fin de l'entraînement et le début de la mission. Qui, elle, pour le coup, est pilote, si je dis pas de bêtises, qui a une carrière militaire. Qui a un Master of Science du MIT. Enfin, c'est une fille qui a beaucoup travaillé, qui a rêvé longtemps. Donc, je dis souvent aux jeunes que j'ai en face de moi, rêvez grand. Mais oui. Travaillez beaucoup. Ah, ça. Parce qu'on n'a rien sans rien. Il faut travailler. Osez vivre votre vie et n'oubliez pas les autres. C'est un beau message. Merci et encore plein de bonnes choses pour vous et pour l'avenir et merci d'avoir pris ce moment avec nous. Merci à vous. Un sarrasin! Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les Gwyn. Je suis bien d'accord avec la grosse. Viens là, Tarlouse. Pas de bras, pas de chocolat. Moi là-bas, je suis pas quelqu'un de foncièrement raciste. Ok, bon boulard,